Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Delassus et je suis Senior Advisor chez Investance Partners, après une carrière de plus de 40 ans chez BNP Paribas. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette table ronde sur les fintech et l'innovation. En tant qu'utilisateur de services bancaires, financiers ou d'assurance, nous souhaiterions tous bénéficier de la même fluidité, de la même facilité d'usage que nous offrent les autres services digitaux que nous utilisons quotidiennement. Ces services digitaux ont le plus souvent été développés par des entreprises nées avec le digital, qui ont placé l'expérience client au cœur de leur offre et au cœur de la conception de leurs produits. Des sociétés qui également ont une avance technologique qui est souvent considérable. Aujourd'hui, le gap est de taille et il est essentiel de pouvoir mieux servir et servir plus rapidement, d'améliorer rapidement la qualité de service offert à nos clients. La rapidité d'exécution, finalement, prend le pas sur la cible. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui au cours de cette conférence. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc des acteurs et des observateurs de la profession. Nathalie Bodmoulin, qui est responsable de la coordination des activités fintech et innovation à la CPR. Guillaume Piard, cofondateur et CEO de Nalo, une fintech récente, spécialisée dans la banque privée. Nalo est finaliste du trophée fintech qui sera remis tout à l'heure. Et par ailleurs, Guillaume présente sa société cet après-midi dans le cadre de la tribune des fintech. Alexandre Pro, fondateur et CEO de Conto. Donc une fintech qui intervient dans un domaine nouveau, qui est celui des petites entreprises. On peut la qualifier, je pense, de néobanque. Nicolas Le Sur, fondateur et CEO d'Uniland, qui est le leader français de la finance participative. Donc c'est avec ces intervenants que nous allons aborder le thème de notre exposé. Je vais commencer par un panorama rapide. Je pense que ceux qui ont assisté à la conférence de Nathalie Bodmoulin reconnaîtront un certain nombre d'éléments qui ont été traités ce matin. Bon, tout d'abord, quelques chiffres sur les investissements en capital dans les fintech. Ce graphique représente l'évolution de 2010 au troisième trimestre 2017 des investissements dans les fintech de toutes catégories. On voit clairement qu'il y a une bosse, une pointe en 2015, début 2016. On remarque aussi qu'il y a un rebond en ce moment, donc depuis le deuxième trimestre et le troisième trimestre, on a un niveau d'activité qui est à nouveau soutenu, puisqu'on voit, on a à peu près entre 7 et 8 milliards d'investissements en capital, donc au niveau mondial, dans les fintech de toutes catégories. Donc un niveau qui reste encore très soutenu. Alors, les principales tendances au niveau des fintech, aujourd'hui, on a des fintech qui couvrent l'ensemble des activités de la banque et de l'assurance. Certes, il y a des domaines qui sont parfois prépondérants, comme les paiements par exemple, mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas un seul domaine qui ne soit pas couvert qui ne soit pas exploré, travaillé par les fintech, qu'il s'agisse des crédits, de la tenue de compte, du réglementaire, de la supervision, des services aussi B2B aux entreprises. Enfin, tous les thèmes aujourd'hui sont couverts. Deuxième tendance de fond, c'est l'explosion des néobanques. On a pu parfois débattre de la rentabilité des néobanques. N'empêche que depuis un an, je veux dire, on a un très fort développement des néobanques, à la fois, je veux dire, développement international de certaines, donc je sais pas, N26, Feeder Bank, l'apparition de néobanques sur des segments nouveaux,
Je pense que Conto, sur le marché des petites entreprises, en est un bon exemple. Et enfin, de nouveaux acteurs qui viennent cette fois-ci des néobanques créées par des acteurs majeurs de secteurs différents, et en particulier donc Sésame par Carrefour et Orange Bank en France. Enfin, je veux dire, le marché est resté très actif au niveau des nouveaux concepts. Donc, on a toute une série de nouveaux concepts qui ont été développés, donc entre l'open banking, la banque en kit, les plateformes de services qui incluent les services bancaires et d'assurance. Donc, encore, je veux dire, une créativité très importante au niveau de l'apparition et le développement de nouveaux concepts. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau des établissements traditionnels, des établissements bien établis? On a eu sur la période l'annonce de plans d'investissement extrêmement importants. Pour citer quelques exemples, on a BNP Paribas donc avec 4 milliards d'euros sur la transformation digitale entre 2017 et 2020. BPCE, 750 millions d'euros sur les 4 ans à venir. Crédit Agricole, 4 milliards d'euros sur le développement des métiers et la transformation digitale sur 4 ans. Donc des investissements à des niveaux extrêmement importants. Deuxième évolution majeure, c'est l'orientation un peu nouvelle vers la coopération avec les fintechs. On a pu parler de compétition. Aujourd'hui, quand on interroge les dirigeants de banques, de compagnies d'assurance, 90% d'entre eux mettent en valeur la coopération avec les fintechs. Dernier point, c'est un certain nombre d'acquisitions ou d'investissements, on va dire, d'investissements structurants dans des fintechs par les établissements traditionnels. Donc, ce sont en général des acquisitions de fintech qui sont déjà arrivées à un certain stade de développement et qui représentent en fait des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, ce qui est quand même un peu nouveau. Nathalie a cité le chiffre de 500 millions d'euros en France d'acquisition dans l'année, donc quelque chose un phénomène relativement important. Donc quelques exemples, c'est Pumpkin par le Crédit Mutuel Arkea, le compte Nickel par BNP Paribas, KissKissBankBank par la Banque Postale, Dalenis par Natexis, Crédit.fr par Tico Capital. Donc on voit également donc une tendance très importante à ce niveau-là. Donc voilà, le décor est posé. Je vais passer la parole à Guillaume Olivier Doré, donc, que je vais présenter. Donc Guillaume Olivier Doré est directeur de la publication de FinTech Mag. C'est également un entrepreneur. Il est fondateur et directeur général de mieuxplacé.com. Donc, au niveau de la présentation, donc, Guillaume va animer le débat et nous terminerons par une séance de questions. Merci Jean-Luc, bonjour à tous. Bonjour à tous, donc c'est effectivement moi que revient le rôle d'animer cette présentation. Je préfère qu'elle soit le plus interactive possible, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ma première question, c'était le premier thème qu'on souhaitait développer avec Jean-Luc, c'était comment mieux répondre aux besoins des clients, ou ce que j'ai appelé moi le mirage de B2C, puisque tout le monde rêve évidemment de séduire les clients, c'est ce que Jean-Luc disait tout à l'heure. Donc la première question que je vais vous poser un peu collectivement à tous, c'est a priori, on n'a pas eu de rupture d'usage pour les clients finaux avec les fintechs, alors ça fait quand même un petit moment qu'on essaye, on n'a pas encore passé le cap du e-commerce des années 2000. Quels sont, à votre avis, les uns après les autres, peut-être madame en premier, les facteurs qui vont favoriser ce basculement? À quel moment et quels sont les facteurs qui pourront favoriser ce basculement? Madame, peut-être? Je vais répondre, alors peut-être pas en tant qu'autorité de supervision, mais en tant que consommatrice. En plus, je suis la consommatrice de moins de 50 ans, mère de famille, donc je peux être représentative d'une certaine frange de la population. Donc en fait, ce que je pense, c'est que, moi je mets vraiment la finance digitale en général, pas forcément uniquement les fintechs, donc aussi le fait que les banques et les assureurs appréhendent,
tiennent compte de l'évolution en cours pour modifier les propositions de valeur qu'ils sont capables de faire aux clients. Je pense qu'il y aura, ce qui est attendu des consommateurs quand on est dans le retail, c'est des offres en fait beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples sur certains services. Typiquement, aujourd'hui, on est peut-être aussi responsable au niveau de la CPR, mais sur l'assurance vie, c'est extrêmement compliqué de souscrire un contrat d'assurance vie. En fait, il faut vraiment avoir envie, quoi, pour pouvoir souscrire un contrat d'assurance vie, et c'est pas quelque chose de fluide, et c'est pas numérique, et donc c'est certainement un endroit où il y a des progrès à faire. Peut-être aussi du point de vue de la réglementation, puisque les disclosures à fournir et à donner aux clients sont très conséquentes. C'est le cas aussi des crédits immobiliers. Alors qu'on voit sur les crédits conso, on peut avoir une dématérialisation des parcours clients. Sur le crédit immobilier, c'est plus compliqué. Bon, on a besoin d'un conseil humain, mais il y a peut-être une phase qui pourrait être plus dématérialisée. Et puis moi, en tant que consommatrice, je reste quand même sur ma faim sur le sujet des cartes de fidélité. C'est quand même extrêmement pénible, toutes ces cartes de fidélité. Et à chaque fois qu'on paye dans un magasin, on nous demande si on veut la carte de fidélité. Donc je sais qu'il y a des initiatives de place sur ce sujet-là, mais elles ne sont pas encore concrétisées. Et je pense qu'il y a vraiment un marché à prendre sur ce sujet, quoi. Enfin, bonjour à tous. Je ne suis pas complètement d'accord qu'il n'y a pas encore eu de révolution pour les utilisateurs. Parmi les exemples qu'on citait tout à l'heure, Pumpkin ou d'autres sociétés comme Lydia, par exemple, il y a des centaines de milliers de Français qui, maintenant, pour se rembourser l'un l'autre après un week-end, après un dîner, etc., n'ont pas besoin d'un RIB et d'un IBAN, mais ont juste besoin d'un numéro de téléphone portable et envoient 10 €, 50 €, 100 € à leurs amis, juste avec leur numéro de téléphone portable. Donc ça, c'est quand même une grosse révolution d'usage, à la fois parce qu'on n'a pas besoin de l'IBAN, et en plus parce qu'on n'a pas besoin non plus d'attendre les 24, 48 ou 72 heures de validation d'un IBAN qu'il y a dans beaucoup de banques traditionnelles. Et donc il y a quand même beaucoup, donc ça c'est un exemple très concret, et je pense que dans pas mal d'autres pans de la finance, il y a des vraies révolutions qui sont en cours pour les utilisateurs. Nous, c'est évidemment ce qu'on essaie de faire chez Conto pour les petites entreprises, mais que ce soit des petites entreprises ou des particuliers, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses visibles pour l'utilisateur final, quoi. Oui, je partage assez la vision d'Alexandre. Enfin, c'est un peu normal, on ne va pas dire le contraire, mais en revanche, je pense que les révolutions des usages, elles sont là. Après, la question, c'est de la vitesse de l'adoption, en fait. C'est est-ce que tout le monde demain va être un prêteur sur Uniland ou avoir son compte chez Conto? Déjà, nos marchés sont des marchés, même si on les envisage très gros, à l'échelle de la banque de détail, c'est quand même des niches. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas des millions de gens qui les aient déjà utilisés comme ils peuvent le faire avec un réseau social ou du e-commerce. Et puis, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que ce que l'on fait n'est pas en fait quelque chose qui vise nécessairement à prendre ce qui existe déjà, à le changer et à piquer le client, mais c'est des nouveaux usages en fait. Il y a 3 ans, personne ne pouvait prêter de l'argent à une entreprise en France. Et vous ne pouvez pas le faire dans une banque. Donc la question n'est pas de savoir si est-ce qu'on pique des clients à la banque et donc ils trouvent ça mieux de le faire chez nous, c'est que de toute façon, ils peuvent le faire que chez nous. Donc il y a aussi parce qu'à la fin, on a 15 000 clients qui font ça régulièrement. Donc en 3 ans, dans un pays qui est historiquement plutôt avec un monopole bancaire sur le crédit assez fort, je trouve que en termes sur un produit d'épargne qui est risqué, entièrement en ligne, avec un nouveau comportement d'épargne et une nouvelle marque, c'est pas si mal. Pardon de... Oui, non, j'allais simplement rajouter un petit peu à ce niveau-là. En fait, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne vend pas des chaussures. Et donc, l'expérience utilisateur en finance, donc en banque ou en assurance, elle se fait dans le temps. Et en particulier pour nous, comme on fait de l'investissement, l'expérience, elle se réalise et la valeur ajoutée se voit sur la durée. Donc, il faut être un peu patient. Il faut faire de la pédagogie beaucoup. Nous aussi, on crée un changement d'usage puisque on essaie de sortir du carcan du profil de risque type pour faire de l'investissement sur mesure en fonction des individus et de leurs projets. Donc voilà, c'est un temps d'adaptation. Nous, on est assez ravis aussi avec nos premiers clients parce qu'en l'occurrence, chez nous, une assurance vie se souscrit en 6 minutes chrono. Voilà. La réponse à la consommatrice. Merci. Alors, la deuxième question que je me suis posée et que je vous pose aussi, c'est on utilise le mot usager. J'avais plus en tête le syndrome de la SNCF d'il y a 25 ans où la SNCF traitait ses clients comme des usagers. Et les clients ont de plus en plus envie de se réapproprier l'usage
donc dans le sens que vous évoquez, l'UX en fait, hein, l'usage. Mais comment est-ce qu'on fait pour proposer des services qui sont, comme vous le disiez, madame, très simplifiés, dans un contexte où, en gros, les Français ne sont pas très cultivés. En règle générale, les fintechs s'adressent à une catégorie de population relativement éduquée, donc il n'y a pas au mass market. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, derrière, quel est, madame, du coup, avec votre casquette régulateur, quel est le rôle du régulateur pour protéger le client qui n'est souvent pas très éduqué? Je parle de l'assurance vie, par exemple, ou de la souscription, ou des produits dont tu parlais tout à l'heure avec un niveau de risque relativement élevé. Donc voilà, c'était mes deux questions par rapport à ça. Peut-être sur la partie usager-consommateur, si tu veux poursuivre, Nicolas. Oui, alors moi j'ai c'est peut-être pas un combat, mais enfin une conviction personnelle depuis longtemps, c'est que je pense qu'on peut parler d'argent de manière très simple et que si on arrive à s'affranchir tous collectivement de ce qui est notre jargon, en fait on peut permettre aux gens de comprendre ce qu'on fait. Parce que je pense qu'il y a une forme de... peut-être pas de l'arrogance, mais de la profession en général, et je m'inclus dedans, hein, pardon, de croire que si on emploie des termes techniques, on va paraître plus savant, donc plus intelligent. Ce qu'on a essayé de faire, et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien, c'est d'employer des mots du quotidien, parce que ça, les gens les comprennent. Et c'est pas quelque chose de facile, parce que même en interne, je me bats tous les jours avec l'équipe pour ne pas revenir à un jargon. Hein, donc on s'en crée tous les matins. Alors je ne vous parle pas de mes discussions avec certains régulateurs où j'essaye de leur faire comprendre que le mot illiquidité n'est pas dans le dictionnaire. Donc ça ne sert à rien de dire aux gens c'est illiquide, ils ne comprennent pas. Quand vous interrogez quelqu'un qui n'est pas dans la finance dans la rue, vous dites c'est quoi illiquide? Il dit bah, c'est un verre d'eau qui ne bouge pas, c'est de la glace. Enfin, voilà, donc c'est un combat, si vous voulez. Non mais c'est la petite pique, mais typiquement, je pense qu'il y a un certain nombre de... Tu parlais d'usage tout à l'heure et tu as raison. C'est que je pense que c'est une somme de petits détails. C'est-à-dire que collectivement, les disclaimers, moi je suis fondamentalement convaincu que le fait de lister 27 risques à la suite pour tout dire à un seul moment, parce que comme ça on se dit que le client il l'a su, on est certain que c'est totalement inefficace. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais empêché quelqu'un de ne pas comprendre, parce qu'il ne va pas le lire. Qui connaît un disclaimer de produits financiers par cœur? Alors que tout le monde sait que attention à l'abus d'alcool, par exemple. Donc je pense qu'il faut retrouver une certaine simplicité, ce qui ne veut pas dire du simplisme, et qu'il faut, dans le parcours client, au fur et à mesure, insérer la pédagogie à plusieurs endroits et pas se dire, bon, écoute, le gars, il vient là, on va lui faire toute la liste des trucs qui vont pas ou qui sont au problème. Comme ça, on a coché la case. Si jamais il y a un problème, on pourra toujours le dire au tribunal, c'est bon, il n'avait qu'à le voir. Puis on passe à autre chose. Parce que ça, c'est une attitude qui, à mon avis, ne favorise pas la confiance et la compréhension de nos métiers et de l'usage de nos clients. Madame Baudemoulin. Donc en fait, nous, on est assez soucieux, même si ce n'est pas évident aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre de textes français européens qui n'ont pas encore bougé sur la volumétrie d'informations, mais d'aller quand même vers des informations qui parlent le plus possible aux clients, tout en protégeant quand même le consommateur. Parce qu'on est dans une situation classique d'asymétrie d'information entre le pourvoyeur de services financiers et puis le consommateur. Le pourvoyeur de services financiers, même si c'est une fintech, c'est son métier, il connaît son produit, il connaît par exemple les qualités et les risques liés au projet qu'il va être amené à proposer. Et donc le consommateur, il va peut-être venir... on le souhaite plusieurs fois, mais disons que la première fois qu'il vient sur la plateforme ou la première fois ou la fois dans sa vie où il va souscrire un crédit immobilier, il va le faire de manière assez rare finalement. Et donc il y a cette asymétrie d'information et toute la logique du corpus relatif aux règles de protection du consommateur vise à limiter, en fait, à rééquilibrer cette asymétrie en faveur du consommateur pour lui donner toute l'information requise. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les informations données aux consommateurs sont peut-être trop détaillées pour que finalement ils les lisent, ou s'ils les lisent, ils les comprennent, etc. Donc il y a certainement un travail à faire sur les textes dans ce domaine-là. On en a conscience. Après, il y a aussi le problème de l'éducation financière. C'est vrai qu'aujourd'hui, le niveau d'éducation financière en France est assez faible.
Donc j'en profite pour dire que la Banque de France s'est vue confier au niveau national une mission d'éducation financière qu'elle déploie au niveau parisien et aussi dans ses agences. Et elle a mis en place un site qui s'appelle Mes questions d'argent. Et là, je rejoins ce que dit Nicolas. Nous, on nous a demandé, on a voulu contribuer pour expliquer ce que c'était que les fintechs et leurs services. Et donc, y compris dans l'équipe, on a dû faire un travail pour préparer la fiche qu'on a mise sur le site pour faire quelque chose de simple, de compréhensible, sortir de ce langage un petit peu technique maintenant qu'on emploie tous bien volontiers, et voilà, être explicite vis-à-vis de tout un chacun, quoi. Je vais rebondir justement sur l'éducation financière. Moi, je suis assez optimiste. Moi, je ne pense pas que les Français soient mal éduqués ou bêtes ou qui ne sont pas intéressés. Il y a un vrai contexte à prendre en compte. L'État en France s'occupe des retraites. Donc mécaniquement, on n'a pas un système d'investissement par capitalisation, de retraite par capitalisation. Historiquement, je reviens sur l'assurance vie. En l'an 2000, on pouvait avoir du capital garanti à 5,5%. Le livret A, pareil, était à plusieurs pourcents. Donc on était dans un contexte où investir sans risque et faire des choses très mécaniques, de dire je place mon argent dans un livret, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais les rendements sont bons, ça marchait très bien. Et donc le besoin d'éducation n'était pas là. Ce contexte va changer. Si je prends les États-Unis comme contre-exemple, quasiment chaque citoyen américain qui a un peu d'épargne de côté a un conseiller en investissement. C'est mécanique, et d'abord parce que justement, il doit épargner pour sa retraite. Et donc, étant donné que les taux sont à zéro, moi personnellement, je ne sais pas si le système de retraite va rester comme ça pendant les 30 ans à venir, je suis assez persuadé que le contexte fera que les gens s'éduqueront naturellement parce qu'ils éprouveront un besoin. Et en particulier, ce qu'on fait nous, c'est encore une fois de sortir des schémas classiques de niveau de risque et simplement de faire parler les gens de leur vie, de leurs projets, de leurs enfants, de leur retraite, etc. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir concevoir du sur-mesure. En fait, la grande innovation de la technologie, c'est qu'elle permet de sortir de produits très standardisés qui étaient conçus pour être faciles à vendre dans un vieux système, j'ai envie de dire, et de passer à un système sur mesure où on peut faire beaucoup de pédagogie au cas par cas, en fonction de la situation, en fonction du besoin. Et du coup, c'est comme ça que l'éducation financière se fait, je pense. Merci. Alors, on va passer à la troisième question et je vais m'adresser à Alexandre qui n'a pas beaucoup parlé jusque-là, qui était la relation avec les banques. Les grandes banques, donc, Jean-Luc le soulignait tout à l'heure, multiplient les initiatives, achètent, financent. Encore ce matin, Olivier Noël, qui est le fondateur de MySuccession.fr, a annoncé que Crédit Mutuel Arkea a fait une augmentation de capital massive dans sa fintech. Donc là, ça continue. Arkea étant un des gros... Encore Crédit Mutuel Arkea. Oui, j'allais dire encore eux. Mais en tout cas, et ils viennent d'annoncer la création de Max, qui est leur Personal Finance Manager, donc leur outil interne. Comment on réagit par rapport à ça? Parce que les fintechs, finalement, on le voit, avaient de l'avance très clairement en termes de UX d'accompagnement. Jean-Luc le disait tout à l'heure, les fintechs avaient de la souplesse et de l'avance, mais les banques ont beaucoup d'argent. Donc même quand elles prennent du retard, en règle générale, elles rattrapent très vite. Et on le voit avec le Crédit Mutuel Arkea. Donc moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y a encore des pans de relations clients, d'accompagnement, de choses que les banques ne pourront jamais faire? Et comment est-ce que tu te distingues par rapport à ça? La bonne nouvelle pour les entrepreneurs, c'est qu'il y aura toujours énormément de choses que seules des nouvelles entreprises, des startups, des entrepreneurs peuvent faire et que des grandes entreprises ne peuvent pas faire. Et c'est vrai, je pense, pour la banque, la finance, mais tous les secteurs de l'économie. Donc, parce que sinon, il n'y aurait jamais d'entrepreneuriat. Si toutes les grandes entreprises pouvaient faire tout ce que font les entrepreneurs à la même vitesse, avec beaucoup plus d'argent, évidemment, il n'y aurait pas grand-chose qui se passerait. Donc non, ça, j'ai pas trop de doutes, j'allais dire, en général, pour la finance et pour l'économie. Et pour... j'allais dire, mon cas particulier ou notre cas particulier de la fintech, je pense que les banques, pour vous donner j'ai eu un rendez-vous il y a quelques mois, enfin même avant qu'on ait lancé, on a lancé Conto commercialement en juillet, et j'ai eu un rendez-vous avec des grandes banques françaises quelques jours avant. Et je leur ai fait une démonstration du produit et ils m'ont dit ça vous a coûté combien de faire ça, etc. Donc je leur dis ça fait 9 mois qu'on travaille dessus. On avait levé, donc la première levée de fonds qu'on a fait, la levée d'amorçage, c'était une levée de un peu moins de 2 millions d'euros, 1,7 million exactement. Et je leur ai dit on a levé 1,7 million et on n'a pas tout dépensé, et je voulais pas leur donner les chiffres exacts, donc je leur ai dit on n'a pas tout dépensé et on a fait ce produit. Donc par définition ça nous a coûté moins d'1,7 million.
cette personne, enfin la personne avec qui je parlais, me dit c'est incroyable, pour nous 1,7 million, c'est un séminaire à Deauville. Enfin, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est un peu l'ordre de grandeur qu'ils ont en tête. Et du coup, ça c'est un peu voilà pour l'anecdote, mais je pense que c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que en termes de timing et de coût, heureusement pour les fintechs, les banques, elles n'arriveront jamais à faire aussi bien, quoi. Et donc, et le coût, c'est un élément important, mais aussi le timing. C'est-à-dire que si demain, une banque se dit, part de zéro, alors évidemment, elle ne part pas de zéro, mais si demain, une banque part de zéro et veut copier Conto ou faire Conto, le temps qu'elle fasse Conto, nous, on aura progressé de, je sais pas, 6, 12, 18, 24 mois. Et donc, en fait, ça ne marche pas comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que pas mal de banques rachètent des startups ou des fintechs. Franchement, Pumpkin, que je trouve super, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est une petite équipe, ça s'est fait assez vite, etc. Si des banques pouvaient refaire la même chose facilement en prenant 3 personnes dans leur équipe et en disant refaites un Pumpkin, ils le feraient. Ils n'achètent pas des boîtes juste pour être sympas ou pour faire parler d'eux dans la presse, quoi. C'est juste qu'ils ne vont pas y arriver parce qu'objectivement, Pumpkin, c'est quelques jeunes très innovants, très motivés, qui ont bossé jour et nuit, qui ont regardé les moindres détails de leurs produits, etc. etc. Et cette magie-là, entre guillemets, elle ne se passe pas dans un grand groupe, quoi qu'on veuille dire. Je pense aussi il y a la question du savoir-faire, mais il y a aussi la question du coût. Je pense que si on prend l'exemple des banques, elles ne peuvent pas tous payer. Je veux dire, pendant très longtemps, elles voyaient quelque chose à l'extérieur, elles copiaient. Ça a été la pratique normale et c'est encore souvent un réflexe qu'on constate. Mais aujourd'hui, elles n'ont pas forcément les moyens. Donc il y a, côté banque de détail, il y a quand même des questions de profitabilité avec la baisse des taux, la prise en compte de la réglementation, etc. Il y a en général des technologies qui ne sont pas les mêmes. Donc elles n'arrivent pas forcément à répliquer les choses qui sont faites par une fintech avec leur propre technologie. Donc il y a également cette question, je veux dire, des moyens financiers et des savoir-faire. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est un peu les mots techniques dont Nicolas parlait tout à l'heure que les gens n'aiment pas qu'on utilise, mais bon, un peu les IT legacy, pour le dire en anglais, donc l'héritage, on va dire, des systèmes, le passif ou la dette technique, comme on dit de temps en temps. C'est-à-dire que nous, on a créé Conto avec tous les systèmes dans le cloud, en temps réel, réactif, etc. Et c'est ce qui fait que dès que vous payez avec votre carte Conto un café ou quoi que ce soit, vous avez une notification en temps réel sur votre smartphone, enfin tout est en temps réel. Et dans les banques traditionnelles, ou en tout cas dans la majorité des banques traditionnelles, comme vous le savez, quand vous payez par carte, vous avez l'information sur votre site de banque en ligne que 24, 48 heures plus tard. Et en fait, ce décalage-là, c'est le fruit de l'histoire et du développement informatique des grandes banques qui ont des serveurs et des services qui ont été développés depuis 15, 20, 30 ans. Et donc ça, c'est évidemment aussi la chance du, entre guillemets, dernier entrant, c'est que nous, on passe directement sur les dernières technologies, un peu pour faire un parallèle qui a ses limites, mais un peu comme on dit en Afrique, tous les utilisateurs de téléphone sont passés directement sur le smartphone ou sur le mobile sans passer par l'étape ligne fixe, et du coup ils ont aussi été plus innovants, plus technophiles dans leur approche, et aussi d'ailleurs dans leur approche bancaire. Et c'est un peu pareil quand on compare les systèmes des grandes banques et les systèmes des fintechs, quoi. Nous évidemment on part d'une page blanche, une feuille blanche, et c'est plus facile d'inventer quelque chose de réactif et de temps réel, quoi. Mais est-ce que quand on grossit, on garde la capacité de manœuvrabilité? Et est-ce que ça ne nécessite pas aussi d'investir systématiquement et de manière massive pour garder cette avance? Oui, alors, depuis tout à l'heure, cette question s'y retrouve aussi. Moi, je pense à la culture. Mécaniquement, quand on grandit, quand on devient un grand groupe, les processus de décision sont plus longs. Donc nous, on travaille avec Generali pour notre assurance vie. On a beaucoup appris à leur contact, et j'espère qu'eux aussi ont appris à notre contact. Notre cycle de décision, c'est 24 heures. Le cycle de décision d'un grand groupe comme Generali, je ne les cible pas particulièrement, c'est 15 jours. Puisqu'il y a des process, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de décisionnaires. Mais il y a aussi un élément de culture, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'y aller, il faut avoir le goût du risque, de se dire que si ça ne marche pas, c'est pas grave, on changera demain. Et je pense qu'un grand groupe peut aller très vite.
mais il faut travailler sur cet aspect culturel. J'ai pas mal d'amis qui sont consultants en stratégie, notamment dans la transformation digitale des banques, et souvent ce conseil s'accompagne de la gestion du changement, l'aspect culturel en fait. Donc c'est pas quelque chose à négliger. Aujourd'hui, malgré l'argent, comme tu disais tout à l'heure, je pense que l'avantage, et c'est pas arrogant, hein, mais je pense que les startups ont vraiment un avantage sur la rapidité d'exécution qui est plus puissant aujourd'hui que l'argent. Et donc là, aujourd'hui, l'argent sert justement à racheter ces boîtes pour, on va dire, ne pas louper le train, quoi. Mais l'élément culturel permettra, je pense, de changer la donne, peut-être. Oui, moi je voudrais donner mon avis là-dessus, c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas rêver. Si on a l'ambition comme je pense la plupart d'entre nous autour de la table, de bâtir quelque chose de gros, il faut se préparer à cette problématique-là. Et il faut être lucide sur le fait qu'on exerce dans un métier réglementé pour des bonnes raisons, évidemment, et qu'il faut préparer aujourd'hui ce qui nous gouvernera demain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'on va bricoler et puis un jour on va se mettre à peu près aux normes quand on sera un peu gros, quoi. Il vaut mieux le faire dès maintenant. Après, nous, la manière dont on réagit, nous on est 20 seulement dans l'entreprise, et moi pardon d'être un peu choquant si je dis ça, mais mon angoisse c'est de recruter quelqu'un de nouveau à chaque fois. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'avec ce que l'on a, on puisse, par la technologie, qui est moins coûteuse et surtout, à mes yeux, beaucoup plus fiable que l'être humain quand elle est bien organisée, faire plus avec autant, si ce n'est moins. Et je pense que c'est ça la différence fondamentale en partant d'une feuille plus blanche, c'est de pouvoir maîtriser le nombre de personnes qui vont être impliquées. Alors évidemment, le jour où on sera beaucoup plus gros, on sera plus 20, mais je ne pense pas qu'on sera à 20 000 un jour. On sera peut-être 200, on sera peut-être 100. Mais il y a une forme de frugalité intrinsèque qui est liée à la technologie. Moi, j'essaye toujours toute l'équipe, le but, c'est tout ce que je fais, on est en apprentissage permanent. Dès qu'on voit quelque chose qui se répète plusieurs fois, il faut le mettre dans le produit, dans le système. Voilà. Je vais passer à la dernière question, puis après on passera à un deuxième thème. Alors c'est une question plutôt pour l'évolution du marché. On a vu beaucoup de fintech qui se déclaraient, alors c'est en particulier valable sur l'épargne, mais bon, dans d'autres métiers aussi, dans le métier du paiement, qui étaient beaucoup orientés sur le B2C au démarrage, et qui effectivement ont vécu les affres qu'on a tous vécues de la vitesse un peu lente d'adoption de ces services par les citoyens français, en tout cas pour le mass market. Et beaucoup se sont repliés vers le B2B, en particulier dans l'épargne. On peut te répondre sur le côté épargne. Ma question, c'est est-ce que c'est pour eux un moyen d'accélérer en se disant je fais du B2B maintenant et je ferai du B2C après? Tu pourras peut-être répondre, si tu fais du B2C, toi, tu auras peut-être été tenté de distribuer tes produits ailleurs qu'ailleurs que directement sur ta plateforme. Bon, on a dû te proposer. Ou est-ce que c'est clairement une manière finalement d'attendre que le marché soit mature? Oui, alors j'utilise souvent l'exemple de Tesla. Tesla, en réalité, c'est 3 voitures. La première voiture est une voiture de sport hors de prix qui a été vendue aux stars de cinéma de LA, de Los Angeles. Et en réalité, c'est seulement la 3e voiture qui est une voiture grand public. Donc il y a une stratégie de lancement de start-up qu'il ne faut pas négliger. La première priorité d'une start-up, c'est d'être rentable et effectivement de vivre suffisamment longtemps pour qu'il y ait une adoption massive du marché en général. C'est pour ça que nous, on se positionne d'abord sur un segment plutôt type gestion privée, puisque cette cible-là est beaucoup plus facile à convaincre et à convertir, parce qu'elle comprend ce qu'on fait, elle est certainement déjà accompagnée par ailleurs, donc elle peut comparer la valeur ajoutée. Donc ce temps d'apprentissage et de compréhension que j'évoquais tout à l'heure en comparaison d'un service immédiat comme acheter un produit en ligne, ça se fait beaucoup plus facilement. Et donc, ça permet petit à petit d'aller vers le grand public. Notre ambition est d'être l'épargne intelligente en France. Mais ce n'est pas demain qu'on le sera, c'est peut-être dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas. Peut-être plus longtemps. Mais il faut d'abord se focaliser sur des niches qui sont faciles à convertir. Et ensuite étendre sa portée. Oui, alors moi, je partage cette analyse. Sur une Hélène, ce qu'on a toujours eu en tête, c'est que nous, on fonctionne comme une place de marché. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on met en relation des gens qui ont de l'argent pour prêter, donc des investisseurs, on appelle des prêteurs, et puis des entreprises qui ont besoin d'emprunter. Donc c'est un peu comme à la bourse, hein, vous avez d'un côté les émetteurs et de l'autre les investisseurs.
Et notre vocation, on est évidemment né sur Internet et on a une relation qui est intégralement sur Internet, mais on n'a jamais imaginé qu'on ferait tout sur Internet. Donc c'est pas tellement le fait, pour moi j'oppose pas le B2B et le B2C trop, parce que le B2B ce serait de vendre ma techno en marque blanche à quelqu'un pour fabriquer une plateforme. C'est un autre modèle d'organisation interne, de facturation, on l'a pas forcément conçu comme ça. En revanche, le fait de nouer des partenariats avec des distributeurs, ça a toujours été dans notre idée. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de partenariats de distribution du côté de ceux qui empruntent. Et en particulier, récemment, on a signé 2 grands réseaux nationaux qui vont distribuer nos produits à partir de l'année prochaine, en tant que financement auprès de leurs clients entreprises, produits de financement. Et puis de l'autre côté, sur ceux qui prêtent, l'idée c'est que on souhaite aider les investisseurs plutôt institutionnels qui le souhaitent à fabriquer des produits qu'ils vont distribuer à leurs clients. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on ne veut pas, nous, être société de gestion de portefeuille, parce que ce n'est pas notre métier. On pense qu'on ne peut pas être à la fois mandaté par le client et organiser une forme de marché. C'est un problème notamment de conflit d'intérêts. Mais nous, ce que l'on souhaite, c'est au contraire rester un marché et faire en sorte qu'on donne les outils et les accès à des asset managers qui connaissent leurs clients, qui ont des mandats de leurs clients et qui trouvent sur notre plateforme de quoi fabriquer des produits de gestion qui conviennent à leurs clients. Donc c'est vers ce type de choses où c'est plus du B2B2C finalement que nous on s'oriente. Voilà. Moi j'ai également des activités d'investisseurs. Bon, ce qu'on observe au niveau des startups, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui évoluent vers le B2B pour avoir des revenus plus conséquents autres. Et parfois sous la pression de leurs investisseurs. Donc c'est important, je veux dire, qu'elles ne sortent pas, je veux dire, de la démarche de construction de leurs produits de base, mais c'est aussi un moyen d'avoir des revenus additionnels relativement importants, mais également d'apprendre, parce que finalement c'est le partenaire peut donner accès à une clientèle, des savoir-faire et contribuer à roder le produit. Donc je pense qu'il faut aussi être pragmatique sur les développements dans le B2B. Merci. On va passer au deuxième thème qui correspond à l'accélération. Tu peux, s'il te plaît, appuyer sur le... Merci. Merci, Alexandre. Donc j'ai séparé ça en 4 questions, la même chose. Choisir une tactique. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire derrière ça. Le débarquement en Normandie ou Pearl Harbor. En réalité, lorsqu'on lance une start-up, et vous avez commencé à répondre à la question, on a 2 choix. C'est soit on lance en faisant de l'A/B testing, c'est-à-dire qu'on choisit une tactique débarquement en Normandie, on fait Omaha Beach avec un service, 1 ou 2 produits, puis on voit comment ça marche, puis après on développe ces services, ces produits. Ou on a une stratégie un peu vaste, on se dit, on construit pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, et une fois qu'on est prêt et que tout fonctionne, on lance tout en même temps, Pearl Harbor. Donc, quelle est pour vous celle qui marche le mieux? Alors, je sais que vous avez, je vois ce que vous avez fait. J'aimerais qu'Alexandre nous explique sa stratégie en regard de ça et c'est ce qu'il a choisi et pourquoi il l'a choisi. Je pense que comme dans l'histoire, le débarquement de Normandie, ça fonctionne mieux à la fin que Pearl Harbor. Donc nous, on a plutôt fait le débarquement de Normandie. Non, mais je pense pour reprendre le timing que tu disais, si on essaye de construire le meilleur produit pendant 4-5 ans, je pense que c'est une grosse erreur parce qu'en 4-5 ans, il se passe énormément de choses. Alors en tout cas, dans la FinTech aujourd'hui, il y a beaucoup de startups et donc beaucoup de gens qui avancent en même temps. Il y a aussi, comme on le disait tout à l'heure, des grandes banques, enfin les acteurs traditionnels qui avancent eux aussi. Et je pense qu'on prend un très gros risque sur le fait de, entre guillemets, louper le train ou construire le meilleur produit pour répondre à un besoin d'aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément le meilleur produit pour répondre aux besoins du marché dans 3-4 ans, quoi. Donc ça, c'est encore plus vrai, je pense, aujourd'hui dans la FinTech, mais globalement, et c'est un peu ce qu'ont démontré quand même les derniers, je sais pas, 10, 15, 20 dernières années, les gros succès technologiques. Évidemment, ça dépend. Si on veut construire une fusée, il vaut mieux quand même la préparer et ça prend du temps. Mais si on veut faire de la FinTech, globalement, on peut quand même aller assez vite. Nous, on a créé la société en avril 2016 et le produit était disponible. Alors, en bêta, c'était pour les premiers utilisateurs, etc. Mais en avril 2017, donc 1 an plus tard,
On a fait 3 mois de bêta avec 200 sociétés, avril, mai, juin, et en juillet 2017, donc il y a 4 mois et demi, on a lancé le produit de manière publique. Et il faut aller vite, quoi. Donc, et la vitesse, je pense, ce que disait tout à l'heure Guillaume, je pense que la vitesse, c'est clairement l'atout numéro 1 et la force numéro 1 des startups. Donc si on ne va pas vite, on n'est rien. Un peu comme en vélo, si on ne va pas assez vite, on tombe. Pour la startup, c'est pareil, quoi. Et donc, je pense qu'il faut aller vite, mais il faut aller vite entre guillemets dans la bonne direction, et la direction, on peut juste savoir si on va dans la bonne direction si on s'est confronté au marché, à des clients, à des utilisateurs. Et donc si on est en chambre avec 5 amis associés ou 50, c'est pas tellement mais que on fait payer personne utilise vraiment dans des conditions réelles le produit, etc. En fait, on ne sait jamais vraiment si le produit, s'il y a le product market fit, comme on dit souvent, si le produit rencontre le marché, pour le dire bien en français. Donc voilà, donc je pense que non, il faut trouver bien le bon équilibre entre avoir un produit qui tient la route, parce que si on a un produit qui ne marche pas du tout, évidemment, il n'y a aucune chance qu'on rencontre le marché. Mais il faut quand même réussir, et je pense que c'est la difficulté, c'est un peu pour prendre une petite métaphore, c'est un peu comme si on essaye d'allumer d'allumer un feu avec des silex. Il faut frotter très fort pendant quelques minutes, quelques secondes, au même endroit pendant longtemps pour arriver à chauffer, à faire prendre des étincelles, quoi. Et je pense que c'est pareil avec une start-up. Si on target un marché trop large ou qu'on a un produit pas clair, etc., on n'arrivera jamais à faire les étincelles, quoi. Donc il faut avoir un truc très clair, et puis jusqu'à ce qu'on ait des étincelles, on ne change pas, et puis éventuellement on change et on fait autre chose. Mais voilà, il faut être, à mon avis, très focalisé, ou focus, comme on dit souvent. Voilà, mais donc c'est vraiment ça, j'ai pas trop d'hésitation sur la réponse à cette question, quoi. Du coup, ça fait la liaison avec la deuxième question, Madame Beaudemoulin. Donc, comment est-ce qu'on fait pour grossir et s'adapter en termes d'UX, d'accompagnement, gérer l'hypercroissance avec à la fois la problématique de la scalabilité interne, c'est-à-dire les systèmes d'information. On est dans un métier réglementé. Et puis après, la partie régulation, discussion avec vos collègues sur le X, est-ce qu'on est capable de changer des choses? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce qu'évidemment, on peut le faire, mais on est dans un environnement réglementaire. Donc les choses peuvent changer. Et l'arbitre a rentré sur le terrain avec une règle du jeu qui peut changer. Peut-être déjà sur le constat qui a été fait, de la rapidité. C'est vrai que nous, au pôle, quand on commence à avoir un projet de type X, en général, 15 jours après, 3 semaines après, on en voit d'autres. Donc on voit qu'il y a quand même... les gens s'observent et ça va assez vite, en fait. Et en ce moment, on voit tel type de projet et comme par hasard, on en voit 2, 3, 4. Il y a des vagues comme ça. Donc il y a des choses après qui sont aussi venus de l'étranger. Enfin, il y a les fintech aussi. Les banques copient les fintech, mais les fintech copient ce qui se passe à l'étranger. Donc, on voit des choses qui arrivent et donc on dialogue aussi avec nos homologues superviseurs étrangers pour savoir comment ils ont traité tel ou tel sujet. Mais on l'a vu, par exemple, sur l'assurance collaborative. Il y a eu 1 projet, 2 projets, 3 projets. Bon, nous, ça nous pose des questions réglementaires, mais voilà, et c'est pas natif de France. Il y en a ailleurs. Et donc, ça va vite. Et donc, je suis assez d'accord avec le constat qu'il faut rester dans la course et aller assez rapidement. Donc, ça nous amène, en effet, au sujet de la réglementation. Et là, c'est pas le sujet le plus simple pour les nouveaux acteurs. C'est pour ça qu'on existe, nous, au pôle FinTech Innovation. Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a les acteurs qui sont purement des intermédiaires. Eux, ils vont être enregistrés à l'ORIAS. Il n'y a pas de processus d'agrément ou les plateformes de financement participatif. C'est une procédure d'enregistrement quand elles font du prêt. Donc là, de ce point de vue-là, ça peut aller assez vite, mais ça ne doit pas les exonérer de prendre en compte le package qui s'applique à elles, qui est un package relativement proportionné. Bon, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, mais qui porte sur la protection du consommateur et sur la lutte anti-blanchiment. La question est différente quand on parle d'un agrément dur, ce qui sera le cas pour des services de paiement, de monnaie électronique ou des nouveaux services liés à la DSP2, d'agrégation d'informations sur les comptes, d'initiation de paiement, où là on est dans des choses qui sont plus dures. On va porter des risques notamment opérationnels qui sont quand même beaucoup plus significatifs. On va aussi faire porter des risques aux acteurs avec qui on va travailler puisqu'on va accéder à de la donnée bancaire, donc il faut que ce soit sécurisé.
Donc là, fatalement, on va être dans des choses assez relativement plus risquées, même si on n'est pas dans le risque le plus complet qui est celui d'un établissement de crédit qui reçoit des fonds et octroie des crédits avec la transformation, etc. Mais néanmoins, on va être dans un contexte plus risqué du point de vue de l'analyse que nous, superviseurs, on fait et des risques que ça fait porter sur consommateurs, etc., les systèmes. Donc là, on va avoir une procédure d'agrément. Alors, on a travaillé beaucoup pour essayer de fluidifier, de réduire cette procédure. Nous, on intervient en amont pour voir les acteurs quand ils vont déposer un dossier pour faire le lien avec notre direction des agréments, travailler là-dessus. Mais il faut reconnaître, on va être dans un process plus lent du point de vue de l'incorporation dans le cadre réglementaire, et ce n'est pas illégitime, parce qu'il y a plus de risques. Donc à nous de travailler sur la fluidification de ce process, mais aux acteurs aussi de préparer en amont le mieux possible leur démarche d'agrément. Je voulais juste dire que, effectivement, comme la réglementation change, c'est un argument de plus pour dire qu'il faut aller vite sur le marché, parce que si on prépare quelque chose qui sera live dans 4 ans et qu'on n'a pas prévu, et on ne peut pas prévoir vraiment l'évolution de la réglementation, c'est encore plus un risque opérationnel qu'on prend, quoi. Merci Alexandre. Troisième question, alors on va essayer d'aller assez vite, puisque la régie me signale qu'il ne me reste plus que 5 minutes, et je vais quand même vous laisser un peu le dernier mot sur cette conférence. Nicolas, le marché du crowdlending en France est quand même, a beaucoup grossi, puis la course est un peu tassée en ce moment. Très clairement, je prends cet exemple-là, parce que tu le connais par cœur, était un des pionniers du secteur il y a maintenant quelques années. Très clairement, la fintech, pour moi en tout cas de l'extérieur, est un des seuls secteurs où le dicton du first player takes all ne s'applique pas tellement. Souvent, les cartes sont assez vite rebattues en fonction d'évolution, alors soit réglementaire, il y a plein de choses qui peuvent changer. Quelle est ta vision là-dessus sur la manière dont finalement un nouvel entrant qui peut être arrivé le dernier peut finalement reprendre le leadership sur un marché qui est pourtant mature? Alors, moi, ma vision, elle est plus générale que ça. C'est-à-dire qu'en finance, il n'y a pas de monopole. Et donc, tu n'as pas le phénomène où winner takes all, parce que personne n'y a intérêt. Par contre, tu as des oligopoles. Il n'y a pas de granularité pure, hein, sauf dans quelques cas, les sociétés de gestion de portefeuille, on en a 600 parce que tout le monde y trouve son compte, mais à la fin, tu en as quelques-unes qui tiennent le marché. Mais il y a 5 grandes banques, il y aura 4-5 plateformes, voilà. Mais parce qu'il y a besoin d'une variété, mais il y a aussi besoin que chacune d'entre elles soit suffisamment grosse pour justement être profitable, présenter les garanties de solidité et de compliance qu'on a évoquées. Donc c'est quelque chose qui est pour moi naturel dans nos marchés. Après, la question, c'est de quelle manière tu arrives à faire partie de ce club des 3-4, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une question de temps, c'est une question de produit. Chacun a des stratégies en fait assez différentes. C'est assez amusant parce que tu as toujours une différence entre ce que toi tu perçois de ton propre marché, parce que par définition tu le pratiques tous les jours, et de ce que peuvent observer ou analyser les observateurs. Il y a parfois des divergences assez amusantes que tu n'as pas toujours envie de lever, parce que ça fait partie aussi du jeu d'avancer masqué. Mais à la fin, on sera dans un oligopole et il n'y aura jamais winner takes all. Ça, c'est pas vrai. Guillaume, toi, dans le marché de l'épargne? Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est pas first player takes all, c'est plutôt last player takes all. Nous, on passe pas notre temps à faire de la veille parce qu'il faut se concentrer sur son produit, ses clients et avancer. Mais en réalité, comme tout va très vite, on n'est jamais à l'abri justement d'un nouvel entrant. Alors nous, on est jeunes, mais il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui a une idée qu'on n'a pas eue, qui a un autre business model qui marche mieux. Donc, la façon de se défendre et d'être au courant de ce qui se passe. En réalité, je suis assez positif à ce niveau-là. Je pense que c'est bien d'avoir de la concurrence. On s'attaque à quelque chose de compliqué, qui est réglementé. Donc, il faut du capital, il faut du temps. Et le fait d'être plusieurs, c'est très simple, puisque l'un d'entre nous finira par trouver la bascule et la formule magique. Et justement, si on est rapide, on pourra s'adapter. Donc, je pense effectivement qu'il n'y aura jamais un gagnant. Faut jamais perdre le train, faut jamais louper le train, mais il n'y aura pas un gagnant. Il faut une offre pour le consommateur final, en tout cas en B2C. Le fait d'avoir un choix permet de passer à l'acte. S'il n'y a qu'un seul acteur, c'est moins le cas. Merci. Il me reste time out, me dit-on. Donc on va laisser tomber la dernière question, même si elle m'aurait plu de vous la poser, sur l'imprimature finalement nécessaire pour le B2C pour rassurer le consommateur.
Je vous laisse exactement 30 secondes chacun pour avoir le mot de la fin, madame, peut-être. Après, on va libérer nos auditeurs, parce qu'il y a une cérémonie qui se prépare sur une remise de prix. Juste pour dire que nous, on est un peu agnostique sur le nombre d'acteurs, etc. Mais on observe quand même que le marché français est extrêmement foisonnant. Donc il se passe beaucoup de choses, que ce soit sur les aspects fintech régulés ou sur les acteurs technologiques. En un an et quelques mois, on a vu plus de 200 acteurs en France. Donc on va avoir une nouvelle vague d'acteurs agréés avec la seconde directive sur les paiements, bien qu'elle fasse l'objet d'un certain nombre de discussions encore et peut-être de difficultés d'application, mais il y a une vraie effervescence qu'on s'efforce, nous, d'accompagner le mieux possible. Okay. Bon, après tout le débat, je pense que quand même le gap est réel, c'est-à-dire que l'attente par rapport à une évolution des services quand même, reste forte. Par contre, c'est vrai qu'il y a une véritable dynamique, une révolution, comme le disait Nathalie ce matin, en cours, avec à la fois, je veux dire, très forte dynamique chez les fintech, mais aussi dans les établissements, les grands établissements, une dynamique de transformation qui est plus davantage sur un cycle long. Mais bon, la question de gagner globalement en vitesse reste importante. Je ne sais pas tellement quoi dire, mais je vous laisse le mot de la fin. Enfin non, mais peut-être en une phrase. Nous, effectivement, tous les jours, on essaye d'avoir le produit le plus agréable, le plus simple, le plus rapide possible. Et on essaye de garder en vitesse, malgré, j'allais dire, l'équipe, la taille qui grossit. On est 50 aujourd'hui, donc ça reste tout petit par rapport à une banque, mais évidemment, on prend des décisions un tout petit peu moins vite que quand on était 3 dans l'équipe. Et on essaye de garder cette vitesse qui fait que on peut rapidement répondre aux attentes de nos utilisateurs. Et ce qui leur plaît énormément, on en parlait tout à l'heure, c'est que toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, il y a une nouvelle fonctionnalité, ils voient du mouvement, et je pense que c'est aussi, vous devez le vivre aussi en tant qu'utilisateur vous-même. Quand on voit que quelque chose qu'on attendait arrive rapidement, évidemment, c'est très satisfaisant et ça donne envie de continuer à être utilisateur de service, quoi. C'est ça qu'on essaye de garder et qu'on va garder dans les prochains mois. Oui, moi pour terminer, je voudrais juste vous faire peut-être part d'un constat que je vis depuis 2012, parce que moi j'ai commencé à réfléchir à Unilen en 2012, première discussion avec la CPR à ce moment-là, et l'écosystème en général, et je trouve que depuis 5 ans, on assiste à un moment extraordinaire pour toute la profession financière, où fintech ou pas fintech, en fait, il y a une réinvention permanente de nos métiers, que je trouve... Et j'inclus les régulateurs dedans, parce que moi j'observe le dynamisme avec lequel vous avez accompagné ce mouvement compte tenu de vos contraintes, dont on doit être bien conscient. La loi sur le financement participatif, c'est 1 an et demi entre l'annonce présidentielle et la mise en œuvre. Donc pour une loi qui était aussi contestée, on va dire, c'est assez remarquable. Donc je pense qu'il y a une dynamique qui est très forte et dont on a intérêt tous à profiter collectivement, parce que je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu un moment comme ça dans la finance, et on n'en vivra peut-être pas 20 fois, quoi. Voilà. Guillaume, un mot, parce que la régie me crie dessus, là, je vois le regard de Brest qu'on me lance. Alors, je serai très bref. Je pense que ce qui nous anime, je pense que je parle pour tous les entrepreneurs, c'est de changer les usages, de changer l'industrie, de la faire aller de l'avant. Et donc, je vous encourage, que ce soit en tant que consommateur ou dans votre vie professionnelle, le changement, il est là. On a tous des clients, c'est dans le concret. Allez voir nos plateformes, faites les expériences, faites les simulations. Vous verrez un peu ce qu'on est capable de faire, et ça peut influencer votre choix en tant que consommateur, ou alors vous donner des idées justement dans votre profession. Voilà, merci. Merci à tous, merci à Jean-Luc d'avoir organisé ça, merci à Instance. Et remise de prix dans quelques minutes de la meilleure FinTech. Merci à vous.